Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Pour ce 5e épisode de la Freediving Family, découvrez l'histoire de Vera Giampietro, une apnéiste suisse aux origines italiennes. Le parcours de Vera est parsemé d'embûches, de déceptions et de souffrances. Mais Vera, entre 2 tempêtes de doute et 5 passages dans les blocs opératoires, a réussi à atteindre des succès rebondissants, dont plusieurs records nationaux en profondeur. Records qu'elle a obtenus grâce à son audace, sa détermination et sûrement sa folie. Aujourd'hui, le synonyme de Vera pourrait être résilience. Vera, ou l'obsession d'un rêve, c'est sur Freediving Family et ça commence maintenant. Salut Julien. Ça me fait plaisir de t'avoir sur la Freediving Family. Cette année, tu sais, j'étais au championnat du monde AIDA. Donc, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe de France, mais aussi d'être commentateur. Et sur le plan d'eau, j'ai croisé énormément de tes compatriotes, notamment Deepzen, Loïc Vuillin, Christian Brochely, Hugo Piguet, et puis il y avait aussi Andrea Blaisi. Et j'étais persuadé que je te verrais arriver sur la compétition, parce que tu es la t'as le record national suisse féminin dans plusieurs catégories. Et pourtant, tu n'étais pas présente au championnat du monde AIDA et ni au championnat du monde masse. Et je voulais te demander pourquoi tu n'étais pas présente. Bah oui, Julien, c'est une bonne question. Donc, effectivement, c'est assez ironique que l'année où, en fait, il y a enfin une équipe de Suisse, bah, j'ai décidé de pas y aller, alors que en 2021 et en 2022, bah, j'ai représenté mon pays toute seule. Enfin, en 2021, j'étais vraiment la seule Suisse, et en 2022, j'étais avec Florian, mais qui était bah, tout le temps avec sa femme, Alenka. Donc là aussi, bah, je me sentais un peu voilà, une équipe d'une seule personne. Et effectivement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que cette année, bah, il y en a eu d'autres, et y compris une autre femme, qui ont décidé d'aller représenter la Suisse. Mais voilà, moi, cette année, c'était une année de reprise parce que, voilà, je t'expliquerai peut-être plus dans le détail, mais voilà, j'ai eu un problème à l'oreille qui a nécessité de plusieurs interventions pour être résolu. Et effectivement, bah, comme cette année, bah, c'était une année où je recommençais à plonger après une année de pause, et j'ai décidé de pas me mettre la pression de devoir performer dans des championnats du monde. Et j'ai préféré m'entraîner et aussi enseigner dans le but justement d'avancer doucement dans ma quête des profondeurs pour justement bah, réduire les chances voilà d'avoir un accident ou de comment dire de faire les choses trop vite trop tôt. Donc, Donc voilà, j'ai toute intention de retourner au championnat du monde l'année prochaine, mais cette année, à contre-cœur, j'ai décidé d'être prudente et de faire des compétitions internationales quand même, mais en Égypte où je me trouve actuellement. ok. Donc, quand tu dis que tu as fait une année de pause, ça veut dire que pendant un an, t'as pas cherché à faire des profondeurs engagées ou t'as pas du tout mis la tête sous l'eau? J'ai quasiment pas mis la tête sous l'eau en fait, parce que voilà, j'ai une perforation à l'oreille provoquée par une erreur médicale, donc un cas c'est très unique et très rare, j'espère. Et donc, effectivement, voilà, ça m'a pris des années et plusieurs interventions pour vraiment fermer cette perforation. Voilà, après la 5e tentative, en mars 2023, oui, 2023,
Et voilà, cette intervention a enfin marché et donc j'ai vraiment pris le plus longtemps possible euh, en dehors de l'eau pour vraiment assurer une guérison complète. Ok, Et donc en donc voilà, mars 2023, tu as eu ta cinquième opération à l'oreille. Et d'ailleurs, je ne Mhm, sais pas si tu te rappelles, mais on s'était rencontrés il y a 2 ans à Dahab. mhm, On était à mhm. l'arrière d'un pick-up et on était secoués et on discutait ensemble de plein de choses et on allait faire la fête dans le Wadi, dans le désert du Sinaï. Et déjà, tu me racontais cette mésaventure médicale que tu avais eue. Et je crois que le médecin, il avait fait une erreur, c'est il avait injecté de l'eau peut-être trop fort ou avec une aiguille et il avait déchiré à 75%. C'est ça ton tympan? Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui s'est passé. Ben, j'avais une banale infection à l'oreille. J'avais été dans un hôpital euh, qui heureusement n'existe plus d'ailleurs, ici même à Dahab. Et même si, voilà, alors que j'avais dit que j'étais apnéiste, qu'il fallait faire attention à ne pas, voilà, à ne pas abîmer le tympan parce que bah, c'est quand même une partie fondamentale pour notre sport. Et j'avais aussi précisé que je voulais absolument pas qu'on me mette de l'eau dans le canal auditif et tout ça. Et ben malheureusement, j'avais pas compris que j'avais affaire à des gens qui probablement ne comprenaient pas du tout parce que j'ai semblant de comprendre ce que je leur disais, mais en fait, ils comprenaient peut-être pas l'anglais en fait. Et puis voilà, pendant cette visite, voilà, alors que je discutais avec un médecin et qu'il y en avait un autre que je pensais était en train d'observer l'intérieur de mon canal auditif avec un otoscope, bah, en fait, il avait pris une grosse seringue que j'avais pas vu venir, évidemment, parce que j'étais distraite par l'autre médecin qui me posait des questions sur l'apnée, justement. Et voilà, ce médecin, il avait, j'imagine qu'il a dû comment dire, qu'il a dû vouloir nettoyer mon canal auditif, mais sauf qu'il a frayé et injecté de l'eau avec une forte pression sur un tympan qui était pas du tout couvert de cire parce que j'étais dans l'eau tous les jours et qui était malheureusement déjà un peu fragilisé par une infection qui durait depuis quelques jours. Et voilà. Et donc ça avait créé cette perforation gigantesque Ouais, une grosse déchirure qui, alors. oui, oui, qui a été très difficile à réparer. Et Et derrière, puis, je ça suppose que va. Oui, tu es rentré en Suisse et tu as cherché au plus vite un chirurgien ORL pour reconstituer ton tympan. bien sûr, bien sûr. C'était la première chose. Enfin, j'avais pas quitté le pays immédiatement parce que, bah, en fait, j'avais une espèce enfin, dans les jours immédiatement qui ont suivi cet accident, en fait, on pouvait pas du tout voir le tympan parce qu'il était couvert par une espèce on appelle ça une croûte. Et donc, on m'avait mal conseillé aussi, mais on m'avait dit, voilà, c'est peut-être mieux d'éviter de prendre l'avion parce que au cas où il y a juste une petite déchirure, bah, tu risques d'aggraver la situation. Donc, attends quelques semaines. Et puis, au bout de quelques semaines, effectivement, on a pu enfin voir le tympan et voir qu'effectivement, bah, il y avait quasiment plus de tympan, en fait. Mais Et tu donc, devais à ce avoir moment-là, des acouphènes, des douleurs, une douleur extrême, non? oui, oui, c'était pas agréable. Ça, c'est sûr. Et puis, très honnêtement, j'étais traumatisée parce que ça a été ouais, bon, c'était quelque chose que je m'attendais pas, mais qui m'avait quand même provoqué, bah, déjà, au moment de l'accident, j'ai eu des vertiges très forts, puis il y avait du sang carrément qui coulait. Non, c'était horrible. Et puis voilà, donc effectivement, comme tu le dis très bien, je suis retournée en Suisse et j'ai commencé à enchaîner les visites chez des spécialistes ORL parce que j'avais besoin d'aide, évidemment. Et à l'époque, bah, alors là, on parle de septembre, octobre 2018. C'est la même année que j'ai commencé l'apnée, en fait. Enfin, je me connaissais pas beaucoup en ORL ou en problème d'oreille et tout D'accord. ça. Hmm. Effectivement, moi, je cherchais le spécialiste qui puisse m'aider. Mais en fait, malheureusement, c'était compliqué parce que ben, j'en avais plusieurs et tout le monde m'a dit
que j'aurais plus jamais plongé de ma vie parce que c'était un dégât d'une importance, ma foi, impossible à guérir. Enfin, Donc, si je comprends bien, tu à as commencé l'apnée à Dahab en 2017 et cette erreur médicale, 2018. elle est en 2018 et cette erreur médicale, c'est Oui, arrivé en 2018 aussi. oui, oui, j'ai commencé au mois de mars et j'ai progressé très vite. La même année, enfin, pendant l'été, j'étais devenue instructrice parce que j'avais vraiment aucun problème à compenser. Ouais. Et puis, malheureusement, j'ai eu justement ma première infection à l'oreille parce que j'étais tout le temps dans l'eau et parce que ça, c'est des choses qui arrivent, surtout, Et à cette époque, tu avais surtout, déjà des oui. records nationaux pour la Suisse? Bah non, mais j'étais à deux doigts de battre des premiers en fait, parce que voilà, en fait, dans mon tout premier cours d'apnée, j'avais une facilité qui avait impressionné mon instructrice. Et en fait, c'était elle qui m'avait dit, je crois que c'était le deuxième jour, elle m'avait demandé de lui rappeler qu'il était si j'avais effectivement, de confirmer que j'avais un passeport suisse, parce Mhm. qu'il avait même, par curiosité, déjà contrôlé. Et il m'avait dit, voilà, enfin là, je pense qu'en un jour, j'avais déjà été à 20 mètres. Et donc, puis, enfin, bon, j'avais vraiment une grande facilité. Et donc, au moment où je suis devenue instructrice, au bout de quelques mois, j'avais déjà fait une première compétition pendant laquelle j'avais été à 50 mètres sans aucun problème. Et le record suisse, je me souviens plus lequel en fait, mais je crois que le constant weight, il était à 57 à ce moment-là. Donc voilà, l'accident horrible est arrivé 2 semaines avant une compétition que j'allais faire, pendant laquelle, à l'occasion de laquelle j'allais effectivement battre mes premiers records. Donc voilà, donc Ah, ça a dû être c'était vraiment extrêmement très frustrant horrible. pour toi. Oui, très frustrant, comme tu dis. Et puis Aujourd'hui, voilà, puis tu disais que tu avais un passeport suisse, mais quand mhm, j'entends ton nom de famille, est-ce mhm. que tu as aussi des origines italiennes? Bah oui, 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 tout à fait. Du côté de mon papa, toute la famille est italienne. Ses parents ont immigré en Suisse quand lui, il avait 6 ans. Et donc, mais dans la partie italienne de la Suisse, d'où ma mère est originaire et où moi, je suis née et j'ai grandi là-bas. Donc, je suis suisse, italienne, avec des origines italiennes, mais donc effectivement, la partie italienne, elle est quand même assez importante, elle est assez présente. Et, et voilà, c'est Donc mon aujourd'hui, tu as la double héritage, c'est ma nationalité, c'est bien? langue. Oui, effectivement. Mhm. Ok. Donc je suppose que tu dois bien connaître et peut-être parfois plonger avec Simona. Oui, oui, je la connais très bien, Simona. Je me souviens d'elle quand elle avait commencé à venir à Dahab et quand elle a commencé son parcours. Et je pense que c'était un peu après ouais, enfin, j'avais commencé avant elle, en fait. Et puis on s'était retrouvés ici pendant la pandémie, à peu près la même année qu'on s'est connus avec toi, en fait, Julien. Hmm. Donc, tu Oui, dois- oui, puis je connais les autres. Enfin, voilà, j'ai quand même pas mal d'amis aussi dans l'équipe italienne. Euh, mais voilà, enfin, c'est un peu effectivement, ça m'a toujours interpellée quand j'étais beaucoup plus jeune et je me suis toujours posé la question, est-ce que je suis plus italienne ou suisse? Et puis c'est vrai que, parce que je me suis toujours sentie les deux et aucune en même temps. J'étais toujours, une italienne en Suisse, en grandissant, par exemple à l'école, avec euh, les autres enfants des familles un peu plus locales. Mais c'est vrai qu'en Italie, ben, je suis suisse parce que j'ai jamais vraiment habité en Italie. Hmm. Et, et voilà. Mais finalement, Et c'est c'était vrai au que c'est des moment où... positions quand on est binationaux, ou voire quand on a parfois trois nationalités. Je pense par exemple à Tatiana Mendes, que tu as Oui, sûrement tout à croisée fait. à Dahab, Oui, on est amis. qui est française, qui a aussi un passeport américain, qui a aussi un passeport capverdien. Et on discutait Mhm. du fait mais d'où est-ce que je viens, qui suis-je? Et c'est vrai que ça pose parfois des questions d'identité, surtout quand on doit choisir pour quel pays je vais, pour quel Quel pays. pays je vais représenter?
quel pays je vais représenter, quoi. Oui, bon, pour moi, c'était assez facile le choix, si tu veux, parce que, voilà, finalement, au moment où j'ai commencé enfin, quand j'ai commencé à faire de la compétition, c'était pas quelque chose que j'avais, comment dire, vu venir avant. J'ai jamais vraiment été très sportive avant l'apnée et j'ai commencé à m'entraîner dans le but de battre des records un peu par hasard parce que j'avais cette instructrice qui m'avait mis la puce à l'oreille en me disant que voilà, enfin, à son avis, j'avais toutes les cartes pour faire ça. Et voilà, bon, le choix était évident parce qu'en fait, bah, à l'époque, Alessia Zecchini, elle avait déjà des records du monde et Hmm. elle était italienne. Donc, évidemment, enfin, le choix était, comment on peut dire, le choix était simple. C'était soit faire des records nationaux relativement faciles pour moi et être la première en Suisse, ou alors essayer de battre un record du monde. Et quand on fait de l'apnée depuis quoi, 2 mois et qu'on n'a jamais fait vraiment du sport à des hauts niveaux dans la vie, ben, Bon, en voilà, tout le cas, choix était, je te le était souhaite. évident. Je te le souhaite, pourquoi pas un jour de battre le record du monde d'Alesia Zucchini, qui est italienne. Tu as fait le choix de t'entraîner pour Ah oui, alors à l'équipe ce moment-là, suisse. je pense que je change de drapeau. Non, je rigole. Pourquoi pas, comme ça on fait un peu de tout. Non, Et c'est Vera, quoi. je voulais revenir sur ton accident du tympan. Tu as subi Mhm. 5 opérations, c'est quand même énorme. Tu peux nous Oui. expliquer comment ils font pour reconstruire le tympan? Oui, bien sûr. Alors, bah, en fait, ils font quelque chose qu'on appelle tympanoplastie, tout simplement. Et alors, il y a deux façons d'accéder à l'endroit à réparer. Soit ils performent une incision derrière l'oreille et bah, du coup, voilà, ils coupent derrière et puis ils ouvrent, ils écartent l'oreille et ils arrivent à accéder en fait à cette partie-là depuis derrière. Soit ils pratiquent une incision devant, en fait, à côté du canal. Ils élargissent en fait le canal auditif pour pouvoir entrer. Et ensuite, dans tous les cas, ils prélèvent une petite partie de tissu musculaire, on appelle ça des fascias, derrière l'oreille. Donc, comment on peut dire? Ouais, dans cette partie-là du Donc en fait, cou. ils reprennent de la peau de l'intérieur de l'oreille moyenne pour le coller sur le tympan, c'est ça? Ouais, exactement. Après, ils forment, voilà, une surface avec 3 couches pour aller justement pratiquer une greffe là où il faut et euh, ils utilisent plusieurs matériaux, mais surtout des points de suture qui vont se réabsorber en fait tout seuls. Et puis bah ils ferment. Et normalement, bah, il y a un taux de réussite je pense que c'est 90, enfin 90%. Sauf qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de données relatives comment je peux dire, c'est un taux de réussite qui ne tient pas compte des plongeurs ou Divers. des apnéistes, quoi. Et Et en est-ce que tu as plus, eu cinq oui, opérations parce qu'il a fallu 5 opérations pour rendre ton tympan plus solide? Ou il y a eu une première non, opération et puis après tu l'as redéchiré, une deuxième opération et puis après tu l'as perforé, une troisième oui. opération et puis après il faut le renforcer? Parce que 3 opérations, je suppose que ce sont des opérations sous anesthésie générale. C'est pas anodin. Oui, les 5, ils ont été sous AG. Donc, alors, malheureusement, le dégât était tellement important. Enfin, ça c'est ce qu'on m'a dit, que le dégât était tellement important que tous les chirurgiens qui ont essayé de me réparer, eh ben, ils ont fait de leur mieux, sauf que ça a pas pris, en fait. Et malheureusement, euh, donc normalement, après cette intervention, on attend un mois. On va faire des contrôles post-opératoires à 1 semaine, 2 semaines et puis un mois. Et au bout de 4 semaines, normalement, on peut tester la solidité du nouveau tympan, du tympan greffé.
Et on essaie de compenser. Et puis, bah, justement, dans 90% des cas, ça marche. Et puis, très doucement, on peut même recommencer peut-être pas directement à plonger, mais en tout cas à se mettre dans l'eau. Et puis, on considère que le patient est guéri. Ça veut Sauf dire que que tu moi, as dans mon passé, après l'opération, par exemple, tu as passé 4 semaines en te forçant à ne pas compenser. C'est bien Ah ça? oui, alors ça, oui, c'était un peu plus compliqué que ça. Je vais te raconter dans le détail si tu veux. Donc, en gros, par contre, pour te répondre à la question d'avant, bah, moi, dès la première intervention, en fait, donc je faisais attention à tout, à pas, comment dire, à pas avoir des augmentations de blood pressure, de pression, comment tu dis ça, Sanguine? Ouais. sanguine, parce qu'effectivement, c'est une région très délicate et il faut garder la tête soulevée et puis vraiment faire attention à ne pas faire d'efforts, ne pas soulever des poids, surtout pas éternuer et tousser, faire attention à tout, quoi. Ne pas augmenter la pression aussi bah, de l'air dans la bouche, voilà, ne pas se moucher et tout ça. Donc il faut C'est faire vrai que attention ça, à tout c'est des ça. situations qui peuvent rendre un peu, bah, enfin, ça peut me rendre un peu fou. Je te dis ça parce que quand j'étais à Bora Bora, j'ai dû Oui. partir à Tahiti, me faire 2 opérations. Moi aussi, je suis passé 2 fois au bloc en Ah, le anesthésie pauvre. générale Mhm. pour me faire enlever une exostose, c'est une excroissance osseuse à cause de l'eau froide parce que je passe beaucoup trop de temps dans l'océan. Mhm. Et Oui. pareil, je sentais quand j'allais à la salle de sport que je faisais des développés couchés, que je faisais des développés militaires avec les haltères, ou quand j'éternuais, j'avais tout le temps peur que mon tympan ou que mon oreille saigne et que ça explose. Et c'était une fatigue mentale au quotidien. Et j'avais des Mhm. acouphènes. Alors, Mhm. franchement, félicitations parce que 5 opérations, Oui, oui, j'ai c'est eu un ça pendant énorme des combat. années. Voilà, ouais, c'était long, quoi. Et bah, la peur est toujours là. Mais voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que après chaque intervention, même si je faisais tout au mieux pour vraiment ne pas faire des erreurs et ne pas compliquer, voilà, ne pas gâcher ce qui avait été fait, et bah, à chaque fois, au bout d'une semaine ou de 2 semaines, je me rendais compte toute seule que ça n'avait pas marché. Pourquoi? Parce que, alors, des fois, c'était parce que je commençais un bâillement et ça me prenait un quart de seconde pour ouvrir la bouche, pour bâiller. Et cette mini dépression qui allait être créée dans la bouche, bah, me provoquait en fait. Bah, j'entendais l'air qui passait du tympan, même si c'est presque imperceptible. Et ben, voilà, à chaque fois, j'étais. Je raconte pas les montagnes russes émotionnelles que cela Ouais, va ça doit être provoquer horrible. parce que ça prenait des mois pour trouver le bon chirurgien, pour planifier l'intervention, attendre, tout prévoir pour après, aller passer au bloc, faire tout juste et faire énormément de sacrifices aussi euh, pour vraiment minimiser les risques de non-réussite. Et puis, bam, on se rendait compte que même si on avait un corps, même, moi je me rendais compte que même si j'avais un corps peut-être 2, 3, 4 semaines avant d'effectivement vérifier avec le médecin, et les chirurgiens, ils étaient tous, enfin, je sais pas, j'avais l'impression des fois qu'ils étaient un peu naïfs, même si j'ai vraiment trouvé des bons, parce qu'à chaque fois, ils me disaient, mais non, mais tu verras bien et tout, tu vas voir, ça va marcher et tout ça. Et moi, je le savais déjà, en fait, que ça n'avait pas marché. Et puis après, bah, il fallait, remonter en selle d'un point de vue émotionnel parce qu'à chaque fois, ben, honnêtement, j'ai fait des mini-dépressions à un moment donné et même pas des mini parce que j'en avais marre. Mais je voulais juste pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Et voilà. Et puis, donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé une deuxième fois. Ça n'a pas marché. Et là, à ce moment-là, en fait, le chirurgien qui avait essayé de m'opérer 2 fois et qui m'avait vraiment donné beaucoup d'espoir, bah, en fait, il m'a abandonné. Il m'a dit, bah, en fait, non, je voulais pas te le dire avant, mais je pense que c'est vraiment pas possible
de faire quoi que ce soit. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours pensé que l'apnée, c'était un sport dangereux et voilà, donc you're on your own. Moi, je vais plus essayer. Et j'avais demandé à ce monsieur, bah, en fait, qui était le meilleur, hein, en tout cas, un des meilleurs en Suisse, de m'aider à trouver quelqu'un d'autre parce que j'ai dit, OK, d'accord, monsieur, si vous voulez pas essayer à nouveau, d'accord, c'est un peu décevant, mais aidez-moi à trouver quelqu'un d'autre. Peut-être on peut en discuter avec un autre spécialiste et tout ça. Et il m'avait dit, non, non. Il faut que tu abandonnes ton rêve, c'est impossible. Et, D'accord. Donc le euh, médecin, il et t'opère 2 fois et puis il dit, moi j'aime pas l'apnée, je trouve ça oui, dangereux, démerde-toi. alors voilà, et tu peux imaginer, donc là, ça faisait quand même 2 ans de combat, enfin que j'essayais de mener mon combat presque toute seule, parce que c'était le seul médecin, et j'en avais vu beaucoup, qui avait accepté de m'aider, qui avait essayé de me donner du courage et tout. Et puis vu qu'il a essayé 2 fois et qu'il avait pas réussi, bah, il me dit en fait non, c'est impossible, oublie quoi. Et même, il m'avait carrément dit, parce que j'avais dit, mais est-ce qu'il n'y a pas genre moi, je sais pas, je suis pas dans le domaine. Est-ce qu'il n'y a pas genre un TripAdvisor de médecins où vous n'avez pas un réseau où vous pouvez me trouver quelqu'un dans le monde entier même. Je suis prête à payer ce qu'il faut euh, pour trouver quelqu'un qui puisse. Peut-être on peut unir des forces avec quelqu'un d'autre et puis trouver une solution. Non, il m'avait dit de toute façon, voilà, je vais pas. C'est un cas unique. Il y a peut-être même pas de littérature médicale par rapport à ça. Moi, je vais pas perdre des semaines à faire des recherches et tout. De toute façon, moi, je facture, qu'est-ce qu'il m'avait dit, 400 francs de l'heure. Donc, je pense pas que tu peux Waouh. te le permettre. Et Ouais, là, c'est là, je peux extrêmement violent ce dire, qu'il te dit là. oui, c'était vraiment violent. Et là, bon, avec du recul, au bout de quelques années, j'arrive à te raconter l'histoire sans pleurer, mais je peux te dire, c'était pas évident. Surtout que ça faisait quand même 2 ans que j'entendais les médecins me dire que j'aurais plus jamais plongé. Ma famille aussi, que pour me protéger, y compris mes amis, me disaient, bah, et ils avaient tous tendance à oublier, en fait, que c'était pas que je m'étais fait mal toute seule dans l'eau parce que Mais oui, l'apnée est un c'est sport une erreur dangereux et tout médicale. ça. Mais oui, c'est une erreur médicale. Voilà, c'est quelqu'un qui a pas fait son travail comme il faut dans un hôpital auquel moi j'ai fait confiance pour un problème complètement banal. Et du coup, c'était très, très dur de gérer aussi le côté émotionnel sans savoir comment trouver une solution et elle me sentant complètement seule et abandonnée et je ne savais plus quoi faire. Et donc, c'est à ce moment-là, donc là, on parle de l'été 2020, 2 ans après euh, que le calvaire a commencé. Et au moment donné, je savais plus quoi dire. J'ai arrêté d'en parler. Enfin, de toute façon, c'est pas comme si j'en parlais beaucoup en fait, parce que j'avais un peu honte aussi. Et je savais pas comment gérer mes émotions et c'était un peu compliqué vraiment. Et à ce moment-là, en fait, sur un coup de tête, ben, j'ai pris l'avion et je suis revenue à Dahab au bout de 2 ans, même si c'était l'endroit où cette histoire, cette mauvaise histoire s'est produite, c'était aussi l'endroit où j'ai découvert l'apnée, où j'avais connu des gens exceptionnels avec lesquels je m'entendais très bien et des amis que je voulais revoir et tout ça. Tu penses Et à du qui coup, dans les voilà, sur un personnes exceptionnelles à Dahab? Si tu ouf, devais donner voilà, deux, trois noms. la liste est longue. Bah là, les premières personnes qui me viennent à l'esprit sont, par exemple, Carlos qui a maintenant repris l'école d'App Freedivers avec lequel j'étais devenue instructrice bah, en 2018 dans la même école. Ouf. Alors franchement, la liste est tellement longue. Ouais. Je suis Moi, je pense à amie Tito. avec. J'adore Tito Zappala. Oui, alors Tito, c'était la deuxième personne que j'avais en tête maintenant. Mais parce que voilà, on est super amis et puis on allait aussi grimper ensemble. Et en plus, voilà, c'était génial parce qu'on chantait, on a le même âge et on écoutait les mêmes chanteurs italiens quand on était adolescents. Donc voilà, non, enfin, bref. Ouais. Alors, juste pour résumer, J'arrive pas, je veux tu pas te faire de mets jaloux, mais. en... Alors, Vera, juste pour résumer, pour que ça soit clair, Mhm. 2018, tu commences l'apnée, tu deviens instructrice à Dahab Oui, Freediver, tu te rapproches des records nationaux, le médecin oui, te perce le tympan à 75%, tu te fais opérer 2 fois, ton chirurgien t'abandonne, tu décides de oui. rentrer à Dahab, et là, tu retournes à l'eau. Et, oui, et je me suis donné 2 semaines en me disant, écoute, tu sais quoi,
peut-être que là, c'était le moment où j'ai failli abandonner, hein, parce que j'en pouvais vraiment plus. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être en fait que tout le monde, enfin, je me suis dit peut-être que les gens ont raison, que je suis en train de m'entêter, d'être, voilà, peut-être que je suis folle et je suis obsédée par cette idée de retourner à faire de l'apnée et de battre même des records nationaux, alors qu'effectivement, peut-être que j'ai vraiment un handicap qui est impossible à guérir. Mais je ne vais pas abandonner. Et là, ça faisait 2 ans que j'avais pas mis la tête sous l'eau. Mais quand je te dis pas mis la tête sous l'eau, je Waouh. faisais, même quand je Ok. me lavais les cheveux, je devais faire attention à ne pas faire rentrer de l'eau dans mon oreille. Et pour quelqu'un qui adore l'eau, bah, je peux te dire, là, je pense que j'étais vraiment en train de... là, je commençais vraiment à atteindre une limite. Et du coup, je m'étais dit, OK, c'est avant le deuxième lockdown, le premier, j'avais passé en Suisse, c'était génial, mais voilà, j'avais peur qu'ils commencent à refermer les frontières. Et là, je me suis dit, OK, je pars à Dahab, je me donne 2 semaines, je vais voir je vais improviser, je sais pas, je vais essayer de voir si quelqu'un a envie d'essayer de venir avec moi, comme ça, je vais pas de l'amener toute seule, mais en sachant que j'ai quand même une perforation et d'habitude, voilà, les écoles ou, enfin, tu sais très bien comment c'est, on Bah n'amène oui, pas des gens qui ont des normalement, c'est bon, blessures, il il voilà. faut un certificat Mais moi, médical. Mm. voilà exactement. Mais du coup, je suis retournée à Dab Freedivers, je suis allée vers Carlos et puis discrètement, je lui ai expliqué la situation dont il était déjà au courant, mais je lui ai dit, écoute, moi, je suis là, je débarque et je dis, écoute, il faut que je comprenne si je suis folle ou si voilà, on va voir. Ou si je dois abandonner à toujours, ou alors peut-être que je trouve une façon je sais pas, je savais pas qu'est-ce que je cherchais, mais j'étais désespérée à ce moment-là. Et là, tu avais Et le du tympan coup, perforé, ouais, d'accord. Il y avait encore ce petit ah trou. oui, oui, clairement, ah oui, oui, le trou était petit, mais il était toujours là. Et du coup, bah, je vais dans l'eau et avec un instructeur génial qui est plus adaptable, mais qui était vraiment, vraiment quelqu'un d'extrêmement bah, bon parce que il s'appelle Sean Don. Et voilà. Et du coup, j'étais avec Sean dans l'eau et pendant 3 jours, bah, en fait, voilà, j'avais vraiment rien besoin de ce mec. J'avais juste besoin qu'il me juge pas et qu'il ait de la patience. Et pendant tout ce temps, bah, voilà, moi, j'ai vécu toutes mes émotions. Je passais de la joie à la tristesse. Je vais pleurer. Et pendant que j'essayais, en fait, de descendre, en fait, et de reprendre. Comment dire, je voulais juste être dans l'eau et être sous l'eau et puis regarder ce qui se passe en vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que même si j'ai eu toutes ces émotions très, très difficiles à évacuer aussi, parce que voilà, tu sais, j'accumulais tout ça pendant 2 ans sans avoir même le courage de les exprimer parce que je ne savais pas quoi en faire avec toutes ces émotions, toutes ces frustrations, toutes ces peurs, voilà. Et toute cette impuissance face à cette situation que j'avais pas vraiment créée, quoi. Mais malgré tout ça, malgré le fait que j'avais des vertiges aussi, parce que quand tu as de l'eau qui rentre dans l'oreille moyen, bah, tu as des vertiges, c'est pas forcément hyper agréable, tu as des bulles d'air, de l'air qui s'enfuit à la remontée et tout ça. Mais malgré tout ça, en 2 jours, ben, j'étais à 50 mètres. À 3 jours, j'étais à 50 mètres. Alors, c'est quand Exactement même fou. à Ouais. la profondeur que j'avais atteint peu Ouais. avant avoir ce problème. Et du coup, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas du tout envie de rentrer en Suisse. En ce moment-là, en plus, c'était fin septembre, je crois. Euh, voilà, donc j'ai Donc là, juste, c'est fin septembre 2020. Tu ouais, retournes à 50 mètres après 3 jours dans l'eau, sachant que ça fait oui, pratiquement 2 ans que tu n'as pas mis oui, ton oui, oreille dans l'eau et que tu as subi des exact. opérations. C'est Et complètement oui, oui, fou. tout à Mais je sais, du coup, là, je me Ouais. suis dit, OK, d'accord, maintenant, on essaie de mettre de côté le rationnel parce que de toute façon, je fais tout ce que j'ai pu. J'ai écouté tous les médecins, j'ai Ouais. écouté toutes les directives possibles, imaginables, mais ça n'a pas marché. Et donc, pour l'instant, je vais prendre une pause de tout ça. Et en plus, c'était le bon moment de prendre une pause parce que c'était la pandémie. Ouais, c'était le Donc, Covid, ouais. ça reprenait le lockdown en Europe. Moi, j'étais ici, j'étais enfin, je te raconte même pas à quel point j'étais émue d'être ici, contente, en paix pour une fois au bout de ces 2 ans de souffrance. Et donc, j'avais juste
voilà, j'ai juste annulé mon billet de retour. Et je me suis dit, tu sais quoi, moi, je reste ici, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est là? Je me suis dit, enfin, l'important, c'est toujours d'imaginer quel est le pire qui peut arriver et être d'accord enfin, si c'est vraiment enfin, je sais pas, des fois, je fais des réflexions comme ça. Je me dis, OK, what is the worst outcome? Quel est le pire qui peut arriver? OK, une grosse infection qui dégénère et je dois rentrer en Suisse. Et puis, voilà. Donc, Hmm. OK, j'imagine que ça, c'est le pire qui peut m'arriver. Je suis d'accord d'accepter ce risque, mais je vais rester ici parce que pour l'instant, j'avais pas la force de retourner en Europe, d'être à nouveau enfermée, d'être confrontée avec des chirurgiens qui comprenaient pas, sans savoir comment affronter la suite et tout. Donc, voilà, je suis restée ici et, euh, et comme ce mec, l'instructeur que j'avais avec moi dans l'eau, Sean, et ben, il était incroyable en fait parce que c'est quelqu'un qui en fait a finalement quitté Dahab pour rejoindre l'armée aux États-Unis. Donc quelqu'un qui n'était pas forcément très axé émotion et tout ça, mais en fait c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là parce que j'étais tellement émotionnelle d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me disait juste qui me poussait juste à performer, à être dans le moment, à pas me poser des questions et juste voilà, continuer. Il me disait, mais si tu arrives à compenser et que tu n'as pas d'infection, vas-y, enfin, de toute façon, on est d'accord, on ne savait pas du tout où on allait, en fait, les deux, mais on savait que c'était une situation très anodine, très unique. Et puis, voilà, on a juste décidé d'explorer, de voir où je pouvais, jusqu'à où je pouvais aller dans ce moment-là. Et on a décidé, en fait, de faire ça pendant quelques semaines pour voir où ça pouvait nous mener. Et en fait, en même temps, cette personne m'a dit, bah, tu sais qu'il y a une compétition à Sharm el-Sheikh dans quelques semaines. Et j'étais là, mais attends. C'est la compétition AIDA Freediving World, c'est ça? Oui, oui, c'était une de ces compétitions-là, exactement. Et donc, on me dit ça à 3 jours de mon retour à Dahab, alors que bah, j'étais à moitié dans la réalité et à moitié dans une dimension parallèle, parce que c'était quand même lourd à niveau émotionnel d'être de retour ici, d'essayer d'évacuer voilà, comme je disais, toutes ces émotions que j'avais cumulées. Hein. Et puis, en plus, en cerise sur le gâteau, on me dit, mais, enfin, ce mec me dit, mais pourquoi tu essaierais pas de battre tes records là-bas? J'étais là, mais, et on avait compté les séances potentielles d'entraînement et il m'en restait, j'avais 12 jours pour essayer de me préparer suffisamment pour aller essayer de battre un record suisse. Et là, tu Et plongeais comme, sur combien? Sur quelle profondeur tu étais pendant les entraînements? bah, là, je te dis, en 3 jours, je suis arrivée à 50 mètres et ça, c'était tous les entraînements que j'avais fait en 2 ans. Ouais. Et là, on se dit, mais tu sais quoi, c'est tellement fou qu'on n'a rien à perdre. Et on fait ça. Mais oui, on fait ça. Puis du coup, j'en avais parlé avec Carlos et des gens de l'école. Il y avait Lily aussi, Lily Crespi et d'autres. Et ils m'ont tous dit qu'ils pensaient que j'étais complètement folle. Alors, du coup, Euh, Vera, pour participer à la compétition à Freediving World et tenter de battre le record national de Suisse, normalement, le médecin doit donner un certificat, mais comme tu avais le tympan percé, comment tu as fait pour en avoir un? alors, ce que j'avais fait, très honnêtement, j'étais chez le médecin. Je me suis fait visiter sans rien dire. Quand mais même sans rien dire, mais finalement, c'était quand même un médecin qui me connaissait et il se souvenait que j'avais eu des problèmes des années auparavant. Et puis, quand j'ai compensé et qu'il était en train de regarder mon tympan bouger et tout ça, et ben, en fait, il avait bougé parce que, l'oreille était pas infectée, mais il y avait quand même de l'irritation. Je pense que c'était peut-être un petit peu inflé ou je sais pas exactement. Et le trou à l'époque, il n'était pas gigantesque parce qu'au bout de 2 interventions, il était très petit le petit trou et des fois en fait il était fermé, des fois il s'ouvrait. Donc j'ai remarqué que parce que par la suite j'ai passé d'autres périodes où j'ai quand même plongé avec une petite perforation et et voilà, j'ai remarqué que si je plongeais pas pendant un certain temps, et ben tout avait le temps de vraiment sécher et je pense dégonfler aussi quelque part. Et j'avertissais beaucoup plus la présence de la petite perforation, alors qu'en fait quand je plongeais,
des fois, je devais quand même compenser parce qu'il se réfermait. Donc, c'était très bizarre, très, très bizarre. Et d'ailleurs, bah, c'est une bonne question, en fait, que tu me poses. Tu sais que personne ne me l'a jamais posée. Parce que, et c'est vrai que dans les années, souvent, j'ai vu des médecins dans tous les pays où j'étais, parce qu'à chaque fois, j'allais me faire visiter parce que j'ai quand même beaucoup d'infections et tout ça. Et souvent, si je disais rien, bah, les médecins on parle de spécialistes, hein, mais Ouais. ne détectaient pas la présence de la perforation, en fait. Parce que des fois, elle se refermait. Sauf que je savais et j'ai continué à faire des interventions. On m'avait proposé aussi, à plusieurs reprises, de juste accepter ma situation et de accepter et de laisser comme ça. Mais sauf que j'avais vraiment envie de résoudre ce problème une fois pour toutes parce que c'est très handicapant Ouais, tu d'avoir une m'étonnes. Mais perforation, alors, du coup, surtout Vera, que comment ça s'est oui, passé? T'as réussi à avoir le certificat médical, tu t'es réentré oui, et tu fais la compétition et qu'est-ce qui se passe? bah comment dire, il s'est passé un truc, pardon, excuse-moi. Il s'est passé un truc incroyable, enfin que littéralement personne n'aurait cru possible, parce que comme je me disais, peut-être que j'avais un peu peur que peut-être c'était la seule chance que j'avais d'essayer de battre des records, parce que je savais que je faisais quelque chose qui n'était pas forcément normal de plonger avec une petite perforation et tout ça, et du coup j'avais un peu peur, peut-être que c'était ma seule chance de pouvoir faire ça. Et donc, je me suis dit que c'est un plan pas tellement fou qu'on va faire encore plus. Et du coup, je m'étais mise comme objectif, non pas de battre un record, mais d'essayer de faire toutes les disciplines. Parce qu'il y avait 4 jours de compète et de championnat. Et puis, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de les battre tous. Même si, et j'avais compté les séances d'entraînement possibles, et on en avait 12 à partir du moment des 3 jours voilà, on avait fait 3 jours et puis en 12 jours, on a préparé 4 disciplines. Et effectivement, j'avais une de ces déterminations et aussi un sentiment de joie et de reconnaissance. Je ressentais une reconnaissance infinie en fait du fait de pouvoir être à nouveau dans l'eau et ça, bah, ça m'a donné une force incroyable. Enfin, et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai battu tous les records AIDA de profondeur dans toutes les disciplines, avec aussi une plongée à 41 mètres à la brasse. J'avais jamais fait de la brasse dans ma vie. J'ai fait ça en 3 séances parce que voilà, il fallait aussi entraîner les autres. Et je pense que je me souviens plus exactement, mais le constant weight, la monopale, était la plus profonde. Je crois qu'il fallait faire 58 mètres, un truc comme ça. Donc, et voilà, j'étais tellement heureuse de Attends, pouvoir pour faire que les ça. auditeurs se rendent compte quand même, le record national en poids Mhm. constant était à 58 mètres. Moi, j'ai les chiffres Oui. sous les yeux là. Et ça fait Ah, voilà. 4 C'est le ans mille. que cette Oui. compétition, tu l'as fait. Et ça Oui. fait 4 ans que ce record national en poids constant femme n'a pas été battu et t'es allé à 69 mètres. Exactement. Oui. Et la même année, en fait, non? C'est ça, 2020. 2 mois après, oui, voilà, en fait, ce qui s'est passé pour finir cette histoire incroyable de mon grand retour glorieux, bah, en fait, j'ai même gagné la compétition. J'ai gagné la première place hein, et j'ai battu tous les records suisses. J'ai des frissons hein, juste rien que le Ah dire là là. parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Tu sais, j'étais retournée en Égypte pour essayer de comprendre si j'étais complètement folle et j'ai vraiment quasiment failli écouter les gens qui me disaient d'abandonner depuis 2 ans. Et puis, bah, en fait, avec ça, bam, enfin, voilà, là, c'est le moment où je me suis dit, mais tu sais quoi, mais non, j'avais raison d'écouter mon instinct. Et effectivement, mais je veux faire de l'apnée. J'ai toujours voulu en faire et je vais continuer et je ne vais pas m'arrêter jusqu'au moment, en fait, où j'arrive à me débarrasser de cet handicap parce que je veux y arriver, quoi. Et donc, effectivement, bah, c'était un moment incroyable, en fait. Et Non, mais effectivement, c'est vraiment énorme. En fait, ton j'avais retour, il vraiment est, besoin mais de ça. voilà, ton retour, J'avais il est vraiment besoin de exceptionnel. ça. Mhm. Oui, oui, ouais, Enfin, comme on toute peut pas l'histoire, faire en mieux, fait. en fait. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Bah, Tu, si j'avais besoin, si je commençais à même moi à avoir des doutes par rapport à la validité de ce que de ce que je voulais faire, et ben là, cette validation,
bah, je me suis offerte cette validation de laquelle j'avais besoin, dont j'avais besoin. Et cela m'a donné l'énergie pour continuer en fait mon combat, si tu veux, parce qu'en fait voilà, ce qui s'est passé cette année-là, ça c'était juste incroyable et personne n'y croyait. Et même les gens de l'école et tout, enfin quand on leur avait dit qu'on voulait faire ça, ils nous avaient dit mais vous êtes complètement tarés, enfin il faut pas faire ça, c'est dangereux et tout ça. Mais en fait non, parce que c'était pas dangereux parce que j'avais aucune c'était très, très spécial comme moment parce que par exemple, tu sais, quand les administres essayent d'aller trop profond, trop vite, entre guillemets, et ben, il y a souvent de la pression qu'on ressent au niveau thoracique, et tout Ouais, ça. des Mais moi, j'avais pas pressions, du des tout. squeezes pulmonaires, des œdèmes. Et voilà. Mais moi, j'avais pas du tout ça parce que, tu sais, la joie, le bonheur, le sentiment de paix et d'appartenance que je ressentais sous l'eau, et ben c'était voilà infiniment plus grand que tout le reste en fait. Et du coup voilà, du coup c'était vraiment très 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 puissant. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit voilà, on y va, on continue comme ça. Et j'avais fait deux autres compétitions dans la même lancée. J'étais tellement enthousiaste que je me suis dit bon voilà, je vais continuer comme ça. Il y en avait une autre à Dab et et une autre encore à Charmes. Et puis, donc là, on arrive à novembre 2020 et moment où en fait, j'étais fatiguée évidemment parce que j'avais pas du tout fait de l'apnée, je m'étais jamais entraînée comme ça. Et puis des compétitions, même si c'était pas un championnat du monde, mais pour moi, mon état aussi mental, parce que c'était quand même des défis important aussi, enfin, t'es épuisé après, non seulement physiquement, mais voilà, il y a tout le stress de commencer à faire de la compétition et tout ça, de devoir réussir, d'y arriver. Et après, t'as un moment où, en fait, le corps et ton mental aussi te dit, en plus, je m'étais pas du tout préparée avant. Là, c'était un moment où je me suis dit, OK, d'accord. Et Maintenant, on se calme Béra, un petit peu. Oui. est-ce que tu as Mhm. rappelé ton chirurgien et tu lui as dit, hé, regarde, t'as pas voulu m'opérer, mais là, je viens de battre 4 records nationaux en 2 semaines d'entraînement. Alors, je mentirais si je te disais que j'y avais pas pensé, mais non, je l'ai pas fait. Je me suis dit, voilà, ça m'a pris beaucoup d'énergie Bah, je pour, vais lui envoyer le podcast. voilà, en fait ça, tiens. En plus, Je il vais parle lui envoyer français, le c'est génial. podcast et puis, comme quoi, même quand on paraît être un cas désespéré, eh bien, on peut toujours s'en sortir au final. Bah, si on veut, on peut, hein, mais il faut vraiment le vouloir et puis il faut trouver des personnes compétentes. Et Voilà. Bon, après, c'était aussi une question de chance. après ces compétitions en Égypte, tu as fait ces records Oui. nationaux, ton retour incroyable. Donc là, Mhm. tu m'as dit que tu avais eu 5 opérations, là, tu en avais eu 2. C'est-à-dire que derrière, tu as fait des opérations Exact. pour reconsolider le tympan. Tout à fait. Bah là, effectivement, j'avais passé l'hiver ici en Égypte, étant donné aussi que c'était un peu la pandémie et j'avais pas vraiment, je me sentais tellement heureuse ici que j'étais pas prête à retourner quelque part dans un pays, dans le pays de responsabilité et être tout de suite. J'avais besoin un peu plus de temps pour trouver l'énergie, pour recommencer à essayer de trouver une solution, parce que de toute façon, je savais que j'aurais voulu et que j'aurais dû essayer à nouveau de faire une autre intervention. Et du coup, voilà, au printemps, le printemps suivant, je suis retournée en Suisse et pendant ce temps, quand même, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver un autre chirurgien digne de confiance et je l'avais trouvé en Allemagne. Euh, et puis, du coup, voilà, j'ai essayé avec ce monsieur qui est un homme extraordinaire, qui fait beaucoup de bénévolat aussi, c'est quelqu'un qui a plongé pas en apnée mais avec des bouteilles. Il avait quasiment 40 ou 50 ans de plongée à l'actif. Donc, c'est quelqu'un qui me comprenait vraiment. Et voilà. Et du coup, j'ai essayé de me faire un nouveau opéré en Allemagne. Ce monsieur, génial. Il a eu la bonne intuition d'aller chercher dans ma trompe d'Eustache s'il y avait quelque chose appelé cholestéatoma, que l'autre chirurgien n'avait pas du tout trouvé avant.
Et en fait, il a trouvé qu'il y avait des cellules épithéliales, donc des petites cellules de peau, qui avaient probablement été, comment dire, poussées dans la trompe d'Eustache à cause de l'eau qui avait été injectée dans l'oreille lors de l'accident. Et ces petites cellules, bah, elles étaient en train de proliférer dans ma trompe d'Eustache. Personne ne s'en était aperçu. Et si le problème n'avait pas été identifié et soigné, bah, sur le très long terme, donc on parle de quelques dizaines d'années, ça aurait pu s'infecter et ça, c'est apparemment quelque chose de très dangereux dans des pays où les gens n'ont pas accès aux soins médicaux, euh, qui effectivement peut donner aussi, peut causer la mort en fait, parce que c'est une infection qui arrive soudainement, mais qui est très très, comment dire, difficile à identifier. C'est très proche du cerveau en fait. Donc, D'accord. Alors, ça veut dire que, donc en fait, pour cette nouvelle troisième surprise. opération, tu pensais aller faire réparer le tympan, et là, on découvre qu'en Exact. Et fait, là, tu as on des trouve un autre cellules. problème, Ah mais là là. génial, toujours provoqué par une personne incompétente qui avait mal fait son job, voilà, à l'hôpital égyptien. Donc, génial. Donc là, je me suis fait opérer. J'ai dû, bien entendu, payer tout de ma poche parce que mon assurance ne paye pas à l'étranger. Et Ça t'a puis coûté là, combien? pas beaucoup parce que le monsieur, le chirurgien, il a quand même fait une bonne partie du travail pro bono. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Quelques milliers d'euros. Ouais. Mais il m'avait pratiquement offert son travail. J'aurais dû payer la clinique et quelques frais. Euh, Ouais, et c'est limite du heureusement. bénévolat, quoi, ce que le médecin a fait. Ah oui, alors mais je peux te dire, ce médecin, qui s'appelle docteur Weizsäcker de Stuttgart, bah, c'est quelqu'un d'incroyable, vraiment, qui a vraiment pris mon cas à cœur et qui, tout d'abord, il m'a fait sentir écouter, chose qui était d'une importance, mais voilà, vitale. Il s'était même déplacé. Imagine-toi que la première fois qu'on s'est vu, il s'était déplacé en Suisse avec sa femme pour me voir. Waouh, Genre, incroyable. ouais, Et du coup, il y a Vera, quand même, et ça m'a redonné tu sais, de la confiance dans ouais. les médecins parce que tu te dis, voilà, ils sont pas tous, voilà, comme ça. Et du coup, là, on a fait une intervention. Ça n'a pas marché à nouveau, malheureusement. On a Alors refait attends, juste Vera, pour faire un point. Troisième Hmm, opération, il t'enlève c'est les cellules compliqué, dans hein, la je trompe sais. d'Eustache. Oui. Alors, attends, je répète, excuse-moi. Troisième opération, il t'enlève les cellules qui peuvent te créer des gros problèmes dans les années à venir dans la trompe d'Eustache. Et en même Hmm. temps, est-ce qu'il reconsolide le Tout à tympan? fait. Il essaye. Il Il essaye. essaye. Il lime même une partie d'un os pour essayer de mieux patcher, de mieux voilà, effectuer cette greffe. Une des problèmes, un des problèmes, pardon, une des causes potentielles pour lesquelles la greffe ne tient pas, c'est qu'en fait, quand on a explosé le tympan, bah, ils ont enlevé, ils ont détruit le, il y a une espèce de anneau, en fait, plus épais sur les bords du tympan. Et cette partie-là, enfin, quand il y a une petite perforation qui arrive de façon plus naturelle, d'habitude, le trou, il est plus au milieu. Et du coup, bah, la peau, elle arrive à se refaire plus Oui. facilement. Mais Oui. quand c'est le bord qui manque, eh ben, la greffe, elle risque de pas tenir, en fait. Et c'était à chaque fois la raison qu'on m'a donnée pour expliquer que voilà l'insuccès de ces interventions. Et du coup voilà, là on découvre qu'il y a un autre problème. Il m'explique cette situation et il me dit aussi qu'en fait bah lui il a essayé de tout faire, mais que de toute façon il faudra faire des examens et probablement aller ouvrir à nouveau tôt ou tard pour enlever encore un peu de peau parce que cette histoire de cholestéatoma, et ben, elle se développe très très lentement et que les cellules sont presque invisibles et que du coup pour être sûr qu'il y en a plus, même si là il a enlevé tout ce qu'il a pu, bah il faudra probablement réouvrir et réopérer un jour ou l'autre. Donc ça a Bon ça expliqué la c'est quatrième opération, c'est ça? même pas. Là c'était ce qu'on m'a dit juste après, sauf que
Et du coup, cette année-là, bah, je me suis dit, ce qui est génial, bah, ça a peut-être enfin marché, génial. Sauf que, au bout de quelques semaines, bah, nouvelle déception, on essaie de compenser au bout d'un mois ou deux, je me souviens plus. Euh, et puis, bam, j'arrive pas à compenser parce que bah, il y a de l'air qui fuit. Donc, on s'aperçoit que même cette troisième greffe, elle n'a pas pris. Et là, par contre, je me rends. Et là, effectivement, je commençais à nouveau à être un peu triste et à ne pas trop savoir comment gérer ma déception. Mais en même temps, je découvre que je me suis qualifiée pour les championnats du monde avec mes succès de l'année précédente. Ah. Et mal, voilà. Donc, et pendant tout ça, moi, j'avais décidé de dédier l'année à d'autres choses. Donc, j'avais commencé à faire de la voile et j'étais à Malte pour faire de la voile, pour me distraire de l'apnée. Sauf que, c'est pas une très bonne idée de faire de la voile si on veut pas penser à la mer parce qu'on est sur la mer déjà. C'était peut-être pas génial comme idée. Et puis deux, on me communique, je reçois un mail de la fédération qui me dit qu'en fait, bah, je me suis qualifiée pour aller au championnat du monde et je me demande est-ce que tu veux aller? Et les championnats du monde AIDA cette année-là, ils avaient lieu, je crois, un mois après, ce moment-là, à Chypre, donc bah, l'île d'à côté, Ouais. Donc 2021. 2021. Et un. Et du coup, bah t'as peut-être un peu compris comment mon cerveau marche. Bah, je me dis, eh bah, quelle préparation j'ai? Aucune. Combien de fonds j'ai pour financer ça? Ah bah, rien. Génial. Qui va me soutenir? Je sais pas. Probablement personne. Ben, j'y vais. Super. Effectivement, bah, voilà. Donc là, je vais là, c'est mon premier championnat du monde, quoi. Et en plus, cerise sur la gâteau, cerise sur le gâteau, je me tords la cheville la semaine avant mon départ à Chypre. Donc, c'était à nouveau un challenge quasi impossible. J'ai débarqué à Chypre en chaise roulante avec un tampon percé, une cheville euh, un peu faible. Mais malgré tout ça, mais je me suis dit, voilà, quand jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir être une athlète et jamais de la vie j'aurais imaginé de pouvoir me qualifier pour un championnat du monde. Ouais. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est devenu un peu mon leitmotiv. Enfin, la condition parfaite n'existe pas. Mais c'est génial. Ouais, À c'est ce des moment-là, rêves, je me quoi. dis, tu sais quoi, on va juste accepter et faire au mieux avec ce qu'on a. Parce que, T'es et ça ira vraiment, mieux. Hein. Vera, t'es vraiment arrivé à Chypre pour les championnats du monde avec ton fameux tympan percé, troisième opération qui fonctionne pas, Ouais. tes Je vais fameuses t'envoyer la photo pilules. de moi sur la chaise roulante. En plus, c'était, Et tu vois, ça me fait mais c'est encore pas plus grave. rire parce que je suis sur les résultats des 27e championnats du monde et j'ai les chiffres en face de moi et je me dis, mais comment t'as fait, quoi? Comme quoi, il y a Et à part faut ça, faire les j'étais choses arrivée même si on ici. n'est pas au top, quoi. Mais oui, c'est ça. Et j'étais en plus, bah, j'ai pas fait des grands résultats. Moi, j'avais quand même réussi à battre mes propres records et Bah, tout. t'as fait Et, un mais 43 mètres en CNF, donc nouveau record national. oui, voilà, exact. 63 mètres Et en poids constant, 63 mètres en immersion libre. oui, oui, oui. Et là aussi, avec genre quelques semaines de préparation, parce que à cause de la situation, enfin, je sais pas, c'était un peu la situation que j'avais devant, et je me suis dit, bah, on va essayer, hein, on va voir qu'est-ce qui est. Bon, on va essayer. Donc, et j'ai quand même réussi. Et j'avais même découvert que j'étais arrivée sixième au overall quand même pour les femmes hein, avec ces plongées. Donc, à nouveau, bah, un petit boost confiance et qui m'avait quand même, tu sais, j'avais quand même, je suis très, très, très fière et contente d'avoir réagi comme ça, même devant des situations qui étaient quasiment impossibles, parce que quelque part, ça allait compenser largement la souffrance et le sentiment d'impuissance face à ce problème que voilà, moi, j'ai tout fait pour le résoudre, mais voilà, ça a pris des années et j'ai dû découvrir comment faire par moi-même et en essayant, voilà, Hmm. voilà. Donc, j'ai un peu improvisé et ces moments ces petits succès, petits grands succès, bah, m'ont vraiment à chaque fois boosté et m'ont donné la force pour continuer, tu fais, Hmm. à essayer de trouver une solution. Donc voilà, donc là, on parle de 2021. Évidemment, j'avais anéanti mes économies.
Et du coup, bah, j'ai dû rentrer en Suisse et trouver un boulot. Génial. Mais au moins, j'avais été un petit champion du monde et j'étais toute contente de ça. J'ai essayé à nouveau, j'avais planifié à nouveau pour l'hiver une autre intervention avec ce médecin allemand génial. Une quatrième opération. Quatrième opération, on réessaye. Pendant ce temps, bah, j'ai travaillé dans un bureau d'une boîte de pharma pour essayer bah, déjà de payer des factures et puis essayer de mettre de côté à nouveau pour payer l'intervention et puis pour essayer d'avoir quelques économies pour les prochains projets d'apnée, mais je ne savais pas lesquels ils auraient pu être. Et puis voilà, on réessaye une autre fois et quatrième intervention. Et là, grosse déception, parce que là, j'y croyais vraiment que j'avais déjà souffert suffisamment. J'ai pendant longtemps pensé que, vu que je suis quelqu'un de très impatient, je me suis dit peut-être que c'est la vie qui essaye de m'apprendre la patience. Mais là, je l'ai appris. Donc, s'il vous plaît, j'y croyais. C'est bon! C'est bon, j'ai déjà perdu 4 ans. Et à chaque fois, j'y croyais vraiment hein, que ça aurait pas marché. Et là, à nouveau, une autre déception. Et bam, la quatrième n'a pas marché. Et voilà, Quand tu donc dis, qu'est-ce que quand tu dis que ça j'ai... n'a pas marché, Vera, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Toujours la derrière, même chose. Au bout de toujours le quelques même petit truc? semaines, même avant, oui, toujours la même chose. 4 années d'affilée. Au bout, je faisais tout juste. Et puis, au bout de quelques semaines, à chaque fois, avant le contrôle normal de un mois après l'intervention, Post-opératoire. post-opératoire, eh ben, je me rendais compte toute seule qu'il devait y avoir un petit trou parce que alors soit c'était j'avais tout d'un coup une perception un sens de l'audition différent où j'entendais des bruits de façon différente soit enfin bref voilà à chaque fois je le savais et là effectivement je suis sûre que j'ai développé une hypersensibilité euh, voilà je comprends immédiatement si mon oreille est bien ou pas et sans forcément, j'ai pas besoin d'un médecin pour me le dire, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, bon là cette année, là j'ai Et est-ce quelque que part, après cette quatrième hmm, opération, c'était en 2022, c'est ça? oui, Et ça t'a empêché d'aller au championnat du monde ou pas? à ton avis? Moi, je pense que non. Non, non, non. Je crois même que tu as battu un nouveau record national. Ah oui, oui, j'ai encore battu plein de records nationaux, mais si tu veux rire, alors le petit challenge de 2022, c'est que j'ai découvert d'avoir aussi bah, quelque chose appelé hypermobilité, parce que en faisant un mouvement tout à fait banal, eh ben, je me suis cassé la rotule gauche. Donc, voilà, donc génial, j'ai pété un genou, donc j'ai dû faire ce qu'il fallait faire Oh pour la me vache, remettre mais t'as vite. vraiment pas de chance, Ah quoi. oui, oui. Ah non, mais physiquement, 2021, t'arrives en siège ah, roulant, le tapant percé. g- 2022, l'opération génial. fonctionne pas. Et là, tu te Oui, pètes la oui. rotule. Et là, j'ai commencé à rigoler avec moi-même en me disant peut-être qu'il faudrait que je fasse un record du monde de para-freediving parce que là, c'est c'est peut-être, c'est peut-être un signe hein, que je ne serai jamais comme les autres. Mais c'est pas, voilà. Donc finalement, ce petit accident m'a permis de me rendre compte en fait que cette hypermobilité est un avantage, mais aussi un désavantage et qu'il faut que je renforce beaucoup plus mes muscles pour parce que voilà, j'ai une grande élasticité, mais qui malheureusement, quand on est fatigué, et là j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais fait 4 jours d'escalade, de je sais plus quoi. Voilà, donc finalement, tu sais, c'est pas grave. Enfin, même cette histoire-là, je l'avais prise avec le sourire. Et en fait, bah, euh, j'étais venue à Dahab pour me rétablir. Au lieu de me faire opérer comme on m'avait dit qu'il fallait que je fasse. Et en quelques semaines, bah, je faisais du no-fin. Donc, quelque part, là aussi, bah, la leçon de cette histoire, c'était de, ne pas écouter les médecins et croire aveuglément à ce qu'on nous dit, parce que écouter les médecins, j'aurais dû me faire ouvrir la jambe en 3 points différents et j'aurais dû avoir un post-opératoire d'une année et plus, Wow. alors que en faisant j'ai trouvé un bon physio, j'ai bien renforcé et j'ai retrouvé la mobilité et même commencé à faire de la brasse, qui est la chose la
la moins, celle qui est le moins conseillée pour ce genre de choses. Bah oui, c'est Et clair, le donc, mouvement pour le genou est vraiment contraignant. ouais, ben j'avais pas commencé tout de suite à faire ça, mais quelque part, tu sais, enfin, en tout cas, à côté des médecins que j'avais vus pour ce problème-là, je devais rien faire pendant des mois, je devais m'immobiliser, me faire opérer, aller probablement provoquer plus de dégâts que de solutions en allant interférer avec tout l'équilibre bah, si tu veux, du reste de mon corps. Non, non, non. Donc, finalement, j'ai préféré m'écouter moi-même, essayer de trouver une solution avec enfin, pas toute seule, mais vraiment en essayant de développer ma force. Et ça a marché, hein, ça a marché très, très bien. Parce que en fait, en peu de temps, j'étais capable de tout faire incroyablement. Et effectivement, là, j'étais à mon deuxième championnat du monde où voilà, à part le petit trou de l'oreille qui me donnait encore des ennuis, mais finalement, le reste fonctionnait très bien. Et j'ai fait un championnat du monde en 2022. Voilà. Donc, et puis, évidemment, bah, nouvelle saison hivernale, nouveau cirque, nouvelle tentative de se faire opérer. Et effectivement, j'ai trouvé le bon chirurgien, en tout cas celui qui a pu résoudre ce problème en Suisse. Ah, Comme ça, j'ai donc pas là, dû c'est un payer là. troisième chirurgien, c'est ça? Oui, là, c'est un Pour troisième la cinquième chirurgien. opération. Ouais, voilà, j'ai trouvé le bon, en tout cas celui qui a pu, pour l'instant, enfin, là, le problème est vraiment résolu, mais j'ai enfin trouvé quelqu'un, même si le médecin allemand était génial, mais voilà, je lui ai donné deux chances, ça n'a pas marché, voilà, je ai trouvé un autre. Et celui-ci, ben, en fait, je l'avais approché avec un plan très, très précis. Ben, je lui avais écrit en me disant, voilà, moi, j'ai cette situation-là, j'ai perdu 5 ans. Je veux être une athlète. J'ai quand même des ambitions et une envie de devenir peut-être un jour la meilleure au monde. Donc, je n'ai marre de prendre des risques et je veux qu'on fasse quelque chose de très drastique pour solutionner ce problème. Et j'avais demandé de condamner complètement mon oreille. Je voulais juste plus avoir un tympan, en fait. J'étais prête, mais déjà depuis quelques années, à perdre l'audition, à sacrifier l'audition de mon côté droit pour résoudre une fois pour toutes ce problème. Et ce monsieur, au lieu de me traiter de folle hein, et de me dire que c'était quelque chose de complètement pas éthique comme j'avais souvent entendu avant, parce que je l'avais déjà présenté comme idée à plusieurs médecins, et là il m'a dit, tu sais quoi, c'est pas impossible, on peut essayer de trouver une solution ensemble. Et on en a discuté et on avait fait voilà, on avait comment dire, programmer cette intervention unique dans son genre, que à notre connaissance n'avait jamais été essayée. Et donc là, Sauf que, t'as l'oreille, il t'a bouché l'oreille droite. alors non, finalement, une semaine avant, on en a encore discuté une fois, et en gros, il m'a vraiment convaincu de lui faire confiance, de lui donner une possibilité de performer encore une fois, une dernière essai, pour une dernière fois, Dernière greffe, c'est ça? voilà, exactement. Et finalement, je lui ai fait confiance. Et je lui ai fait confiance, je pense, parce que c'était vraiment le seul voilà, là, vraiment, je sentais que je pouvais lui faire confiance parce qu'il avait accepté de faire ce truc fou que j'avais demandé aux autres et qui m'avaient tous refusé. Et que finalement, bah, il m'avait dit, écoute, essayons quand même. Et puis, si ça marche pas, je te promets qu'on va pas attendre une autre année et on va faire ce que tu me demandes de faire, mais en sachant que tu vas te procurer un handicap non réversible à vie. Et que si tu te perces le tympan, eh ben, tu vas probablement avoir une surdité, importante. Et j'étais prête, et j'étais d'accord de faire ça. Mais finalement, il a quand même été persuasif et on a essayé. Et ensuite, bah, et là, à ce moment-là, le mois que j'avais passé en post-opératoire, ben, j'avais loué un appartement à côté de l'hôpital de Lucerne, en Suisse, et j'avais tout prévu pour. Enfin, j'ai fait un mois de solitude où j'ai pas parlé, j'ai pas mâché, j'ai pas monté les escaliers, j'ai pas porté des poids, j'ai Waouh. pas bâillé, j'ai pas Sérieusement? toussé, j'ai pas éternué, j'ai tout fait
je sais pas, je me suis dit, voilà, là, je veux même pas avoir je veux pas avoir la moindre, comment tu dis, je voulais pas avoir des doutes que peut-être Ouais. ça avait pas marché à cause d'une petite erreur que j'avais fait moi. Et donc, donc, j'ai fait, voilà, c'était un long mois, je peux te dire. Euh, mais, T'as fait un quatrième Covid à t'isoler toute seule, quoi. oui, mais tu sais que finalement, ça m'avait quand même plu. C'était un peu dur au début, mais je savais très bien pourquoi je le faisais. Donc, ouais, enfin, il a juste fallu un peu beaucoup de discipline. Et parce que j'avais envie de sortir à un moment donné, faire des promenades, c'était le printemps en plus. Mais non, mais je Et suis là, Vera, restée. attends, on est d'accord? Ton oreille droite, Là, ça a on marché. peut dire qu'elle est réparée, là. Oui, Ah. donc ça, c'était la Et cinquième attends, Vera, intervention. juste une autre question. Oui, Là, il est réparé. oui, Et est-ce que maintenant, tu retournes en profondeur? oui. À combien? J'étais à 63. Ok, donc ça roule. Super. Et là, je Ça vois roule, oui. sur ton profil AIDA que 2024, tu t'es un peu énervé sur le pull, sur le statique, sur le dynamique. Est-ce que Moi, j'ai fait un peu de tout. c'était une volonté de ne pas faire de profondeur pour prendre soin de ce tympan et continuer à Oui, prendre de l'expérience et de l'entraînement, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Ok. Oui, oui, j'ai commencé à faire de la piscine, chose que j'avais jamais fait, parce que, en plus, voilà, il a fallu vraiment, et j'y travaille toujours, hein, mais il a fallu du temps pour faire confiance à ce tampon. Qui Ah. évidemment, après des années comme ça, et Est-ce que tu lui as donné un prénom? non, bonne idée, je devrais faire ça. Je pense qu'on va proposer aux auditeurs de lui trouver un prénom à ce tympan, que ça devienne un Excellente peu idée. une marque de fabrique et de résilience. Mhm. Je comprenais pas trop J'adore. quand j'étais sur ton site internet, quand tu disais oui, la résilience. Et bah là, après avoir écouté ton histoire, tes 5 opérations et surtout les retours complètement fulgurants que tu as fait avec cette fameuse compétition à Freediving World où tu bats les 4 records nationaux, D'un je coup, suis ouais. vraiment content qu'on ait pris le temps de parler. Je comprends vraiment mieux ton histoire et qui tu es. Et au moins, ça répond à la première question qui était pourquoi tu n'étais pas présente au championnat du monde profondeur 2020, bah de cette année, là, 2024, Eh parce que oui. tu voulais prendre soin de ce tympan et revenir forte en Mhm. 2025. Exact. Je te propose, Vera, parce que là, c'était du lourd. On passe sur des questions beaucoup plus faciles Mhm. et on fait le jeu des questions rapides. D'accord. Tu dois faire le choix entre deux choses. La première question est, est-ce que tu préfères être propre dans des vêtements sales ou sale dans des vêtements propres? Ouf. Je peux être propre et puis pas mettre les vêtements sales. Non, c'est impossible. Je peux Bon, pas être propre et à poil, non? non, sinon tu peux être Ou sale dans des alors, vêtements sales. oh, bah, écoute, je sais pas, mais on va dire propre dans des vêtements sales. Ok, moi c'est la mienne aussi, j'ai choisi ça. En fait, cette Bah, question, je la pose parce que pendant plusieurs années, j'étais éco-aventurier, j'ai traversé la France en courant et souvent j'étais dans des états déplorables au niveau de mes vêtements et je prenais des douches et j'étais propre, mais je remettais mes vêtements de course à pied complètement sales. ah mince, ouais. Et je sais que je préfère être propre dans des vêtements sales que l'inverse. Deuxième question, colère ou luxure? Luxueux. Dahab ou Lausanne? Dab, 1000 fois. 1000 fois. Écrire un livre ou Oui. réaliser un film Réaliser un film et en être la star. et en être la star. Blue Hole ou Lighthouse? Blue Hole, c'est magique. Et puis, il y a le restaurant de Ali Ouais. Aquamarina À Lille, on où l'aime. on prend vraiment soin de toi comme il faut. Donc, oh, 1000 fois Blue Hole. C'est clair. Est-ce que tu es plus Jacques Mayol ou Enzo Mallorca? Alors, j'ai envie de dire Enzo. Et d'ailleurs, j'ai même un chien que j'ai appelé Enzo d'après Mallorca. Donc, pas d'hésitation D'accord. là-dessus. Oui, oui, c'est un chien de Dab. D'accord. Aimer ou être aimé? Bah, les deux, mais peut-être être aimé pour une fois, Ok. pour changer. Paresse ou avarice? Pareil. Extraverti ou introverti? Extraverti. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Ah, Harry Potter. T'es la première. Oui.
Non, tu sais que je n'ai jamais vraiment regardé les films de Star Wars. J'ai Non, un mais peu me honte dis pas de le ça, je vais dire, devoir couper l'interview. mais non, bah, quand on se voit la prochaine fois, on la regarde ensemble, hein. Je vais ramener les DVD parce que je suis un grand fan de Star Wars, moi. Et en tout cas, la Mhm, force a été avec ton tympan, là. Bon, mhm, d'accord, oui, euh, j'ai compris la référence au moins. Mais bon, pince-nez ou masque? pense-nez, Orgueil ou gourmandise? gourmandise. Et une autre question, qu'est-ce qui t'agace le plus dans le milieu de l'apnée? Bah, je pense que, alors les gens se prennent un peu trop au sérieux. Et je trouve que bah, quand on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, et je dis ça parce que bah, pendant très très longtemps, bah, je pouvais pas le faire. Bah, j'ai un peu l'impression que les gens en général oublient à quel point ils ont une belle opportunité d'être bien avec eux-mêmes et enfin, voilà, souvent, surtout les gens qui se concentrent un peu beaucoup, en fait, sur les résultats, sur la performance, ils perdent le plaisir et ils oublient à quel point ils ont de la chance de pouvoir faire ce qu'ils aiment. Et ça, je trouve que c'est dommage et ouais, ça me dérange un peu des fois. Pour eux, enfin, je trouve que c'est juste très, très dommage. Ok, donc en gros, conserver le plaisir et la gratitude et la chance qu'on a d'être sous l'eau, quoi. Oui, 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 et c'est souvent pour certains ça devient une recherche de performance et voilà, on se concentre un peu trop sur les chiffres et à mon avis, ça dénature en fait voilà, ce que l'apnée devrait être, en tout cas pour moi. Et ça enlève aussi probablement tous les bienfaits mentaux et physiques que cette discipline, la pratique de cette activité peut avoir en fait. Mhm. Est-ce que Ok, tu as on recommence. l'impression d'avoir perdu du temps à cause de ces opérations ou tu as quand même eu le sentiment, enfin, tu as le sentiment d'avoir avancé en tant qu'athlète parce que tu as quand même des records nationaux, tu as participé au championnat du monde ou tu as l'impression d'avoir avancé avec des difficultés ou d'avoir complètement perdu ton temps à cause de ce drame? Bah, alors, c'est sûr que j'ai avancé, que j'ai découvert des côtés de moi que je connaissais pas avant, justement, toute cette volonté de réussir, le fait de ne jamais, le fait que j'ai une force que j'ignorais et une volonté de jamais abandonner et tout ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue sportif, enfin, finalement, non, je me sens vraiment comme un volet du temps parce que j'ai passé la plupart du temps au sec, en train de galérer voilà. J'ai mis la plupart de mon énergie dans des interventions, dans des recherches de chirurgiens et tout ça, alors que j'aurais vraiment préféré pouvoir me concentrer sur comment avancer, comment compenser, par exemple. Parce que si tu veux, j'ai jamais, mon PIB, c'est 73, donc 73, mais je l'ai fait avec une compensation complètement intuitive, en fait. Hmm. Je me suis jamais vraiment penchée sur la compensation. Pourquoi? Bah parce que déjà, j'avais un tympan percé et que dès que je mettais de la pression dans ma bouche, elle Elle sortait sortait de par mon l'oreille. oreille. Donc, c'est horrible, enfin, ça me faisait, rien que la pensée me fait encore avoir des frissons. Enfin, Oui. c'est un, tu sais, voilà. Donc, Il y a une anecdote que j'ai je t'ai pas perdu racontée. beaucoup de temps. Mm. Il y a une anecdote que je t'ai pas racontée sur le tympan. Donc, tu sais, je Mhm. vivais en Polynésie il y a quelques temps et j'ai gagné un billet d'avion à un combat de MMA. Enfin bref, c'est une longue histoire. Yes. Je me retrouve à Rangiroa Mhm. et à faire une soirée avec des pêcheurs et on boit de la Inano et tout le monde est bourré. Et les mecs, ils me racontent qu'ils plongent dans les passes, qu'ils vont chercher du gros poisson. Et en fait, ils m'expliquaient que les anciens de Rangiroa, eux, se perçaient volontairement les Mhm. tympans Mhm. et que la jeune génération, des gars de mon âge, ils avaient les tympans complètement explosés. Et pour continuer à plonger, ce qu'ils faisaient, et continuer à les chasser, surtout ramener à manger à la maison, hein, Oui.
et bah, ils achetaient des chewing-gums, et il a bien insisté, hein, les chewing-gums jaunes et pas les verts. Il les mâchait, et ensuite il se mettait le chewing-gum au fond du canal externe, et Ouais. il reproduisait un tympan comme ça. Waouh, hardcore. Et sache qu'il y a des gens en Polynésie qui plongent tous les jours, et ils sont des très bons freedivers, et ils plongent avec des Mhm. chewing-gums qui font des... Ils ont remplacé leur tympan par des chewing-gums. Mais en fait, ouais, les chewing-gums, ils l'utilisent pour empêcher à l'eau de rentrer pour pas avoir tout le temps des infections, j'imagine. Exactement, et puis ils arrivent à compenser du coup. Ah, ils doivent quand même compenser? Ah bah ouais, Hmm. Les et pauvres. ils font ça depuis plusieurs générations. Mhm. Et c'était drôle parce qu'ils Waouh. ils parlaient des différents chewing-gums. Parce qu'à la Ah oui. Superette, il y avait 5 6 paquets de chewing-gum et ils comparaient l'élasticité du chewing-gum. Et c'était le Waouh, quelle jaune qui avait rencontre. gagné. Les jeunes, les meilleurs. Ah, j'espère ils vont toujours pouvoir les acheter parce que s'il y en a plus, comment ils vont. Non, ouais, ouais, horrible. Non, mais Euh, j'aime beaucoup cette anecdote parce que ça permet de faire un pas de côté et de se dire qu'au final, bah bon, on a la chance de pouvoir se faire opérer, d'avoir des chirurgiens et qu'il existe toujours des solutions Ah pour oui. continuer à Non, aller non, dans mais l'eau. ça, c'est sûr. Enfin, dans toute cette situation, c'est clair que j'ai quand même. J'ai pu trouver de l'aide professionnelle et tout ça. Et bah, et anecdote qui me fait penser au fait que bah, quand j'étais à Chypre, quand je venais d'arriver à Chypre, dans la situation qu'on a décrit avant, euh, bah, quand j'ai commencé à m'entraîner pour le championnat du monde, comme je t'ai dit, j'arrivais quasiment pas à marcher, j'avais le tympan percé, j'étais dans un état émotionnel pas de meilleur, on va dire. Et effectivement, bah, j'ai commencé à plonger les premiers 2 3 jours. J'étais avec Sava, euh, l'organisateur hein, de la compétition, pour faire des entraînements privés parce que je me sentais un peu fragile d'un point de Ah, tu vue. parles de ça, ouais, Chypre 2021 avec Savas, c'est ça? Ouais, 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 exactement. Et là, les premiers jours, en fait, même si tu sais, j'étais hyper déterminée et tout ça, mais quand tu fais tout ça et puis tu arrives devant et tu te rends compte que t'es aussi confronté à tous les autres athlètes, que ça fait des années qu'ils s'entraînent pour ça, mais qui en tout cas, ils se préparent depuis toute l'année. Et là, tu viens de débarquer dans des pires conditions. Et effectivement, j'étais un peu bloquée le premier, deuxième jour. J'avais un peu peur pour l'oreille. Enfin, c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Et là, il m'avait raconté, il m'avait dit, mais Vera, tu sais, t'es pas la première qui va plonger avec un tympan percé, hein. Dans l'Antiquité, même les Grecs, bah, ils m'avaient raconté, je sais pas si c'était les Grecs ou qui, mais en tout cas, oui, ils m'avaient raconté, justement, qu'il y avait Mm. traditionnellement, des plongeurs qui se perçaient les tympans pour pouvoir pêcher, pour pouvoir pour Oui. faire ci et ça. Et du coup, effectivement, bah, quelque part, ça m'avait fait sentir un peu moins seule parce que je me disais, effectivement, moi, au moins, j'en ai juste un percé, l'autre, il marche bien. Bon, bah, on va essayer. Mais c'est vrai que j'ai toujours dû faire très, très attention à ne pas faire développer les infections. Parce que, en tout cas, moi, même si j'ai un bon système immunitaire, bah, à chaque fois toutes les périodes que j'ai fait en plongeant comme ça, et ben, je mettais des gouttes, je devais faire sécher l'oreille un maximum. Et du coup, par exemple, je sautais dans l'eau que pour faire la plongée ou les 2 plongées du jour que je voulais faire. Et le reste du temps, c'était impérativement au sec Mm. et je prenais des médicaments et tout ça parce que j'avais tout le temps un début d'infection, tout le temps mal à la gorge, tout le temps mal dans cette région-là. Donc c'était pas, donc je peux pas imaginer comment ces peuples, voilà, Comment ils faisaient comment à ils font. l'époque? Ils doivent avoir des systèmes immunitaires incroyablement forts parce que Bon, en moi tout j'avais quand cas, même une Vera, infection tout le temps. Oui. félicitations pour ton comeback malgré ces histoires de chirurgie, de tympans déchirés. Franchement, c'est inspirant. J'espère que ça va Mhm. parler aux auditeurs et que ça va leur donner de J'espère la aussi et force. j'espère qu'on en a pas trop parlé parce que c'est vrai Ouais, c'est que long, mais c'est pas grave. On va conclure avec une dernière question. Est-ce que tu as une citation préférée et pourquoi cette citation? oui, alors j'ai une citation préférée. Elle est tout simplement vouloir c'est pouvoir. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, donc je ne sais pas exactement qui l'a écrite en premier, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'avais lu sur quelques bouquins, je pense au lycée quand j'étais adolescente, et, et en français. D'ailleurs, le français a toujours été une de mes langues préférées.
Et c'est quelque chose qui me parlait déjà à l'époque et que j'ai même tatoué sur mon bras. Parce que, anecdote sympa, j'étais dans une phase où je me faisais des tatouages. J'ai bientôt arrêté parce que finalement, ça faisait mal. Mais lors d'un autre tatouage, le tatoueur m'avait proposé de m'en offrir un. Et voilà, un peu, voilà, sur un coup de tête, j'avais pensé à cette phrase. Et du coup, je l'ai tatoué sur le bras à 20 ans. Et sur le moment, c'était un peu, ouais, ça n'avait pas beaucoup de sens, enfin, quelque part. Oui, ça me parlait, mais je savais pas à cet âge-là à quel point ça aurait été quelque part déterminant pour ma vie et pour ma prise de décision de penser comme ça, en fait. Enfin, voilà, là, je pense que je suis devenue un peu comment on peut dire, une ambassadrice de cette façon de penser que quand on veut, on peut. Et je suis en train d'essayer de le montrer aussi aux autres à travers justement mon histoire. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien la raconter sur les réseaux sociaux, mais aussi lors des petites conférences ou de workshops que je fais avec des entreprises ou voilà, des groupes. Et Mm. voilà, je pense que c'est quelque chose de très très simple, de vouloir ce pouvoir, mais voilà, ça a beaucoup d'impact. Il faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, je rigole beaucoup. Enfin, des fois, j'en rigole que c'était certainement pas nécessaire de le tatouer, de tatouer ça sur mon avant-bras. Ça fait genre, je suis en train de regarder, ça doit faire 12 centimètres de long. C'était peut-être pas nécessaire de le mettre aussi gros dans un endroit aussi visible, mais finalement, ça me permet de jamais l'oublier. Et puis c'est souvent un sujet de discussion. Voilà, j'avais pas fait ça de façon volontaire, mais souvent, surtout les gens qui parlent pas français, ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire, et du coup, tu peux parler de ça, et voilà, c'est bien, ça a un impact positif. Super. Merci de conclure en tout cas cet entretien, Vera, avec ta citation. Vouloir, c'est pouvoir. Et merci Merci à à toi toi. de t'être confié. Merci à toi, Julien, c'était hyper intéressant. Je te remercie beaucoup pour tes questions. Tu m'as posé des questions voilà, que j'avais jamais eues, par exemple. C'est assez rare. Donc, bravo et bonne chance pour ton podcast. Je suis sûre que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de succès. Merci beaucoup, Vera. Je te dis à bientôt et adab. Oui, on se voit ici quand t'arrives. Je Ciao. t'embrasse. Merci. Ciao, ciao. Ce que je retiens de cette interview, c'est qu'il ne faut pas attendre les conditions idéales pour oser. Il ne faut pas attendre les conditions parfaites pour faire. La force, le courage et l'abnégation permettent de devenir résilient. Être résilient, c'est se donner les moyens de faire face aux adversités de la vie, de transformer les blessures en source de force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Vera, en devenant résiliente, a compris que ce sont toutes ces épreuves cumulées qui font sa force aujourd'hui. Je rajouterai que l'avantage de vivre des drames et des difficultés rajoute du contraste aux réussites et aux moments de joie. Nous sommes sûrement plus heureux et apprécions d'autant plus le moment présent et la valeur de la vie qu'après avoir traversé des épreuves. Comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry dans Vol de nuit, nous sommes riches aussi de nos misères. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de suivre la Freediving Family. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures sonores.